Depuis longtemps, Louise et Maurice élèvent des cochons dans leur ferme. Ce n'est pas une mince affaire, car les cochons mangent beaucoup. Tous les matins, Louise prépare donc leur nourriture, qu'on appelle la pâtée. Pauline essaie d'aider sa tante. Il faut couper en morceaux des pommes de terre et des carottes, puis les mélanger ensuite à des restes de nourriture. La tâche semble difficile. Encore un peu de farine, de grains, et la pâtée est prête. Il ne reste plus qu'à la donner aux animaux. Dans un enclos, Maurice a installé une maman cochon. C'est la truie. Elle est très grosse et mange énormément. Le nez des cochons a une drôle de forme. On l'appelle le groin. Le groin donne au porc un odorat très fin. L'anneau que porte la truie permet au fermier de l'attraper et de la conduire facilement. Il y a environ 15 jours, la truie a donné naissance à toute une famille de porcelets, aussi roses et dodus que leur mère. Eux aussi ont toujours faim et ils attendent avec impatience l'heure de la tétée. Le repas des petits cochons est un spectacle très amusant et Pauline adore le regarder. La truie se couche sur le côté, puis tous les petits se jettent goulûment sur ses mamelles pour téter le lait. Les porcelets se remplissent l'estomac jusqu'à ce que la réserve de lait de la truie soit épuisée. Rassasiés, ils passent ensuite de longs moments à faire la sieste sous la surveillance de leur mère. Les fermiers possèdent également d'autres jeunes porcs un peu plus âgés que ceux de l'enclos. Ceux-là n'ont plus besoin du lait de leur mère. Ils se nourrissent de la pâtée que leur donne Louise. Mais comme ils ont toujours faim, ils cherchent sans cesse quelque chose à grignoter en supplément. Le tas de fumier les attire beaucoup. Les cochons savent qu'ils y trouveront toujours quelques restes à croquer. Il suffit de ne pas être trop difficile et de savoir utiliser son groin et son odorat. La technique est simple. Les cochons enfoncent leur museau dans le sol et labourent la terre jusqu'à ce qu'ils trouvent quelque chose à dévorer. Et pour cela, ni la boue ni l'eau sale ne leur font peur. Il y a quelque temps, Maurice et Louise ont décidé d'avoir des chevaux. Pas des chevaux de course, bien sûr, mais de solides chevaux de trait qu'ils élèvent pour le plaisir. Lorsqu'ils sont dans les prés, les chevaux se nourrissent d'herbes qu'ils coupent avec leurs dents de devant.
À l'écurie, le fermier leur donne en plus de l'avoine et du foin. Au printemps, les chevaux sont tout heureux de se retrouver dans la nature. C'est aussi l'époque où naissent les poulains. Celui-ci est déjà grand, mais il restera avec sa mère pendant encore plusieurs mois. Les poulains naissent avec de grandes pattes mal accordées à la taille de leur corps. C'est bien utile pour gambader, mais gênant pour se baisser, au point que les poulains doivent écarter les pattes pour brouter quelques brins d'herbe. En plein été, lorsqu'il fait très chaud, les chevaux et les vaches ont besoin de boire de grandes quantités d'eau. Lorsqu'ils ont soif, les poulains boivent aussi à l'abreuvoir, comme leur mère. Mais ils se désaltèrent également en tétant le lait de la jument. Ils le feront pendant environ 6 mois, tout en commençant à manger de l'herbe dès 3 mois. Curieusement, les chevaux adultes dorment la plupart du temps en restant debout. Les poulains, par contre, s'allongent volontiers sur le sol pour faire la sieste. Malgré leur silhouette lourde et massive, la plupart des chevaux de trait sont capables de trotter et de galoper avec une certaine élégance. Les sabots des chevaux sont fragiles et doivent être protégés. Pour cela, le maréchal Ferrand leur pose des fers. Tout d'abord, il faut enlever l'ancien fer qui est usé. Ensuite, l'artisan prépare le sabot en limant soigneusement la corne pour qu'elle soit bien plate. Ceci fait, il frappe le fer à cheval chauffé au feu pour lui donner la bonne forme. Il ne reste plus ensuite qu'à le poser sur le sabot du cheval. Il ne faut pas avoir peur pour l'animal. Le métal est très chaud, mais le cheval ne sent rien, car le fer est posé sur la corne qui est une matière insensible. C'est exactement la même chose lorsqu'on se coupe les ongles. On ne sent rien. Il ne reste plus que quelques clous à poser pour fixer le fer solidement, et voici la jument prête pour courir pendant des kilomètres sans user ses précieux sabots. Justement, Maurice a sorti son ancienne calèche. Il l'a patiemment réparée et y attelle tous les jours sa belle jument. Aujourd'hui, il a décidé d'emmener Pauline pour une longue promenade sur les petits chemins de campagne aux alentours de la ferme. Allez. Ce matin, Louise a proposé à Pauline de rendre visite à ses lapins. Ceux-ci sont installés dans quelques cages appelées clapiers, disposées au fond de la cour à l'ombre des noisetiers. Avant de venir, Pauline et sa tante ont fait un petit tour par le jardin. Elles y ont arraché quelques carottes pour les donner aux lapins, car ils adorent cela.
Bien sûr, les lapins ne mangent pas que des carottes. Tous les jours, la fermière leur apporte des grains de céréales, des épluchures de légumes, de l'herbe fraîche et même de vieux croûtons de pain qu'ils grignotent goulûment. Dans une autre cage, une maman lapin a fait son nid. Celui-ci ressemble à une boule de laine et abrite ses petits nés il y a quelques jours seulement. La lapine l'a fabriqué avec une grande quantité de poils très doux arrachés à la fourrure de son ventre. Les lapereaux se sont installés dès leur naissance au milieu de cette boule de duvet très chaude et ils y resteront jusqu'à l'âge de 15 jours environ. Durant tout ce temps, ils se nourriront du lait de la lapine. Passé cet âge, les petits lapins ne têtent plus leur mère. Tous les jours, il faut leur donner du lait et un peu d'herbe et de grains. Les lapereaux ne mettent pas longtemps pour trouver la gamelle et se régaler tous ensemble. Pour Pauline, l'envie est grande d'attraper de si adorables boules de poils et elle ne peut résister à la tentation bien longtemps. Le captif n'a pas l'air très effrayé. Il semble même très content de cette aventure et prêt pour une petite sieste dans les bras de sa nouvelle amie. Mais attention Pauline, la porte de la cage du haut est restée grande ouverte et il semble que son locataire ait envie de se sauver. Le voilà parti à la découverte de nouveaux horizons. Quel bonheur pour un lapin gourmand de quitter sa sombre cage et de se retrouver au milieu de tant d'herbes vertes et tendres. Pendant que leur mère se promène et grignote, les lapereaux de leur côté ont suivi le même chemin et ils découvrent pour la première fois les alentours de leur clapier. Pauline ne s'est aperçue de rien et les petits lapins en profitent pour se promener et goûter avec délice à toutes sortes de plantes inconnues. Mais il ne faut pas trop s'inquiéter pour tout ce petit monde. Les lapins ne s'éloignent jamais beaucoup de leur clapier. Et même si Pauline a fait une petite bêtise en oubliant de fermer les portes des cages, sa tante Louise n'aura pas de mal à retrouver ses pensionnaires. À côté de la ferme de Maurice et de Louise se trouve une grande mare où les oies aiment venir nager. Tous les matins, Pauline leur rend visite et les attire en leur donnant quelques morceaux de pain sec. Les oies se sont vite habituées à cette distribution de gâteries. Elles se précipitent en criant pour attraper la nourriture. Les oies domestiques et les oies sauvages sont parmi les plus gros oiseaux existants dans la nature. Les oies domestiques ne volent pas, mais nagent très bien. Pour cela, elles utilisent leurs pattes qui possèdent des palmes, comme celles des canards ou des cygnes. Les oies vivent en groupe et sont des animaux plutôt méfiants.
Dès que l'une d'elles a repéré quelque chose de bizarre, elle se met à crier et aussitôt, les autres font la même chose. C'était une fausse alerte, et après son bain, le petit troupeau a décidé de rejoindre tranquillement la cour de la ferme. Bien qu'elles aillent souvent dans l'eau, les oies, comme les autres volailles de la basse-cour, ont besoin de boire beaucoup, surtout lorsqu'il fait très chaud. Elles font cela d'une drôle de façon. Louise nourrit ses oies avec des grains de blé ou d'avoine. Mais les oies se débrouillent également seules et mangent simplement de l'herbe qu'elles coupent avec leur bec au bord tranchant. Les oies font toutes la même chose au même moment. Elles broutent ensemble, boivent ensemble, et lorsqu'arrive l'heure de la sieste, elles s'endorment tranquillement, les unes après les autres. Comme les poules, les oies se mettent souvent la tête dans leur plumage, histoire peut-être de ne pas être dérangées par la lumière. En été, il arrive que le beau temps et la sieste des oies soient interrompus brutalement par une averse orageuse. Mais cela ne les dérange pas. Au contraire, rien ne peut leur faire plus plaisir. Les oies en profitent pour patauger dans l'eau boueuse et même pour faire un brin de toilette. Et comme la pluie et l'humidité font sortir du sol toutes sortes d'insectes et de petits vers, les oies se font une joie de les avaler, histoire de compléter leur menu du jour. Maurice prête une des étables de sa ferme à son voisin qui élève des chèvres. Tous les matins, à la même heure, elles viennent s'installer chacune à leur place pour se faire traire. Une à une, les chèvres passent leur tête dans un petit portillon qui se ferme derrière elles. Le fermier pose alors les treilleuses sur leurs deux grosses mamelles. Le lait de chaque chèvre est soutiré automatiquement par la machine. Il est envoyé ensuite dans un réservoir où il est gardé au frais avant d'être transformé en fromage un peu plus tard dans la journée. Les unes après les autres, toutes les chèvres passent à la traite. Elles se retrouvent ensuite dans une autre pièce de l'étable où le fermier leur donne un peu de nourriture pour les faire patienter avant de sortir. Maintenant, toutes les chèvres ont donné leur lait. Louise et Pauline peuvent donc les emmener dans le pré. Les chèvres ont toujours faim et sont capables de manger toutes les plantes qu'elles rencontrent. Comme le chien Pato ne les surveille pas, elles en profitent pour croquer les feuilles des arbres de la cour.
Pendant que les chèvres font leurs bêtises, leur lait est transformé en fromage. Après avoir reposé quelques heures, le lait donne une pâte blanche que Maurice est chargé de mettre dans de petits moules percés de trous. Dans les moules, la pâte perd son eau et au bout de quelques jours, elle devient un délicieux fromage de chèvre frais. De son côté, Louise a conduit le troupeau dans le pré et Pauline prend un malin plaisir à trotter au milieu des chèvres, histoire de les faire courir un peu. La pâture dans laquelle le troupeau est installé est pleine d'une herbe tendre et épaisse. Les chèvres, très gourmandes, s'en donnent à cœur joie et croquent à belles dents tout ce qui se trouve devant leur museau. Comme les vaches, les chèvres ruminent. Elles passent donc de longs moments couchées et mâchent comme du chewing-gum les boulettes d'herbe qu'elles font remonter de leur estomac. Maintenant, elles sont un peu plus tranquilles. Louise en profite pour approcher avec Pauline la chèvre la plus gentille du troupeau et lui faire quelques câlins. Mais un élevage de chèvres ne serait rien sans la présence d'un mâle. On l'appelle le bouc. Les boucs sont reconnaissables à leur barbichette, à leurs grandes cornes et aussi à leur mauvais caractère. Mais celui-ci est une exception. Il est plutôt gentil et se met très rarement en colère. Ce matin, Pauline s'est levée plus tôt que d'habitude pour aller chercher le lait de son petit déjeuner à l'étable. Louise est là déjà depuis longtemps. Elle traite une vache à la main pour donner un peu de lait à Pauline. Plus tard, elle en donnera aussi à 2 de ses petits veaux. Autrefois, tous les agriculteurs traillaient leurs vaches à la main, les unes après les autres. Cela prenait beaucoup de temps et n'était pas toujours très propre. Maintenant, les fermiers utilisent des treilleuses électriques. Ces machines aspirent le lait des tétines des vaches et l'envoient directement par des tuyaux dans de grands réservoirs. Normalement, le lait des vaches est destiné à nourrir leurs veaux, mais parfois, il faut les nourrir à la main. C'est le cas de 2 d'entre eux, dont Louise doit s'occuper avec beaucoup de patience. Lorsque la traite est terminée, la fermière sort les vaches de l'étable et les conduit au pré. Pour Pauline, c'est le moment de boire un bon bol de chocolat. Une fois que les vaches sont sorties, le fermier doit nettoyer l'étable et enlever le fumier qu'elles ont laissé pendant la nuit. Le fumier est mis en tas dans la cour. Plus tard, Maurice le répandra dans les prés pour que l'herbe pousse mieux.
Pendant toute la belle saison, les vaches broutent dans les prés. Elles avalent de grandes quantités d'herbe qu'elles arrachent avec leur langue râpeuse. Mais les vaches ne mangent pas tout à fait comme nous. Tout d'abord, elles avalent de l'herbe pendant un bon moment sans la mâcher, en se déplaçant dans le pré. Puis, une à une, elles se couchent comme pour faire une sieste. Mais en fait, elles sont très occupées. Elles font remonter de leur estomac des boulettes d'herbe. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'elles mâchent vraiment. On dit que les vaches ruminent. Il existe de nombreuses races de vaches. Chacune d'elles a une couleur différente des autres. À côté des bêtes de Maurice, Pauline a découvert un autre troupeau de vaches à la robe entièrement brune et aux longues cornes pointues. Elles aussi sont en train de ruminer. Dans ce troupeau-là, les vaches sont accompagnées de leurs petits veaux. À cet âge, ils ne mangent pas encore d'herbe, mais têtent le lait de leur mère. Bientôt, les veaux découvriront avec curiosité le goût des herbes du pré et peu à peu se passeront du lait de leur mère pour brouter comme les autres membres du troupeau. Après plusieurs jours de soleil et de chaleur, la pluie est enfin arrivée. Les oies et les canards attendaient cela depuis longtemps et tout ce petit monde en profite joyeusement pour prendre une douche et faire sa toilette. Les canards trouvent une partie de leur nourriture dans l'eau boueuse. Pour cela, ils mettent leur bec dans l'eau et le font bouger à droite et à gauche. Les canards retiennent ainsi tous les petits insectes et les morceaux de plantes qui s'y trouvent et les avalent au fur et à mesure. Bien entendu, les canards de la ferme mangent également le grain que Louise leur donne tous les matins. Depuis quelque temps, une des femelles canards, que l'on appelle la cane, a commencé à couver à l'intérieur de la grange. Elle a fait un gros nid, garni de duvet très chaud et réchauffe patiemment plus de 12 œufs. Elle les retourne régulièrement pour que chacun soit à la bonne température. Au bout de 3 semaines de soins, la petite famille a éclos et attend que son duvet soit bien sec avant de tenter une première sortie dans la cour de la ferme. C'est la cane qui commande les déplacements. Elle marche toujours devant et les canetons la suivent en file indienne. Comme leurs parents, les canetons adorent l'eau. La découverte de l'un des abreuvoirs des poules est donc pour eux une véritable aubaine et ils en profitent immédiatement pour boire et se baigner. Mais pour nager, rien ne vaut une grande étendue d'eau.
Et ce matin, Pauline a décidé d'emmener toute la famille Canard jusqu'à la grande mare de Maurice. Les canetons savent nager dès leur naissance. Ils n'ont pas besoin d'apprendre et n'ont aucun mal à suivre leur mère en plein milieu de la mare. Ils y retrouvent les oies qui viennent regarder avec curiosité les nouveaux arrivants. Ces canards s'appellent canards de Barbarie. Une autre espèce habite la mare. Ce sont les colverts. Ils sont beaucoup plus sauvages et discrets et se cachent souvent dans les herbes du bord. Ceux-là savent voler et ils n'hésitent pas à se servir de leurs ailes pour échapper à un danger. Sur l'eau comme sur la terre ferme, les canetons suivent toujours leur mère en groupe ou en file indienne. La canne et les canetons resteront ainsi ensemble plusieurs semaines avant de se séparer définitivement. Mais pour l'instant, il n'en est pas question. Leur seule envie est de rejoindre le bord, car les canetons sont encore trop jeunes pour rester dans l'eau très longtemps. Ils risquent de se mouiller, de prendre froid et doivent se mettre au sec rapidement avant de retourner à la ferme. Maurice, l'oncle de Pauline, vient tout juste de lâcher son troupeau de moutons dans un nouveau pâturage plein d'herbes fraîches et épaisses. Un vrai régal pour ces animaux qui sont d'infatigables dévoreurs de plantes. En quelques minutes, chacun d'eux a trouvé l'endroit où elle est la plus épaisse, la plus parfumée et se remplit la panse sans compter. Dans ce troupeau, Maurice a regroupé des brebis qui sont les mamans moutons et leurs jeunes nés l'année passée. Les brebis portent un lourd manteau de poils qui est tout simplement de la laine. Dans peu de temps, avant les grandes chaleurs, Maurice les fera tondre et vendra ensuite cette laine qui servira à faire des pulls. Dans la ferme, Maurice a gardé à l'étable d'autres brebis. Elles viennent de faire leurs petits et c'est aujourd'hui la première sortie avec leurs agneaux. Ceux-ci découvrent avec étonnement le monde étrange qui les entoure. Tout est nouveau pour les agneaux, les autres animaux qui vivent à la ferme, mais aussi les objets, les bruits ou l'herbe qu'ils ne mangent pas encore. En général, chaque brebis donne naissance à un seul agneau, mais parfois, il leur arrive d'avoir deux petits. Les deux frères sont alors inséparables, jouent ensemble et surtout têtent leur mère en même temps. Plusieurs fois par jour, les agneaux viennent se nourrir du lait maternel. Les brebis allaitent leurs petits pendant 4 ou 5 mois. Ce n'est qu'après cette longue période qu'ils commencent à goûter l'herbe du pré où le fermier les aura installés.
Comme tous les bébés animaux, les agneaux ont une vie très agréable. Ils passent leur temps à jouer, à manger et aussi à faire de longues siestes sous la surveillance de leur mère. Au printemps, avec la naissance des agneaux, vient aussi le moment de la tonte des moutons. Tous les ans, à cette époque, un spécialiste vient faire ce travail délicat. Pauline est un peu inquiète. Pourtant, Maurice lui a expliqué que cela ne faisait aucun mal aux moutons. Le tondeur est un homme très habile. Il ne lui faut pas plus de 4 minutes pour débarrasser chaque mouton de son encombrante toison de laine. Après être tous passés chez ce coiffeur un peu particulier, les moutons regagnent leur pâture. Ils pourront ainsi passer la belle saison sans avoir trop chaud. Tous les matins, la basse-cour se réveille avec le chant du coq. Le coq pousse son cri pour montrer qu'il est le plus fort sur son territoire et qu'il règne en maître sur ses poules avec lesquelles il s'accouple régulièrement. C'est bien lui le chef de la basse-cour et il ne manque pas une occasion pour faire le beau. Le coq aime se percher en hauteur, sans doute afin de faire admirer sa magnifique crête rouge. Et quand il ne prend pas la pause, le coq prend tout son temps pour faire sa toilette et se lisser délicatement les plumes en compagnie de ses femelles. Les coqs sont très agressifs et supportent mal les autres coqs. Celui-ci n'a qu'une seule poule avec lui et il évite soigneusement de rencontrer le coq dominant sous peine de se faire sérieusement attaquer. Mais parfois, les coqs trouvent leur maître en la personne du dindon. Celui-ci ne supporte aucun mal dans son entourage et n'hésite pas à pourchasser tous les coqs qui ont le malheur de se trouver sur son chemin. Les poules et les coqs mangent surtout des graines que les fermiers leur donnent tous les matins. Mais elles picorent également des brins d'herbe, des feuilles ou même quelques vers de terre trouvés en se promenant aux alentours de la ferme. Au cours de leur déplacement, les poules picorent également des petits cailloux. Ceux-ci aident leur estomac à broyer les graines qu'elles avalent. Cette poule le fait en étant presque endormie, car, comme tous les animaux, les poules se reposent de temps en temps, surtout lorsqu'il fait chaud. Elles dorment le plus souvent debout, en fermant simplement les paupières, exactement comme nous. Mais quand elles ont véritablement sommeil, les poules se mettent la tête dans les plumes. Peut-être est-ce leur manière d'éviter la lumière.
Pendant ce temps-là, Pato, le chien de la ferme, se livre à son jeu préféré, qui est d'effrayer sans ménagement toutes les volailles de la basse-cour. Mais au fait, où est Pauline? Elle s'est levée un peu tard ce matin et elle est chargée d'aller chercher les œufs pondus par les poules pendant la nuit. Louise en fera certainement une bonne omelette pour le repas de midi. À la ferme, le printemps est l'époque de la naissance des poussins. Les premiers ont éclos il y a quelques jours et leur mère les promène déjà dans la cour. Sur les conseils de Louise, Pauline leur distribue un peu de grain. Il existe plusieurs races de poules. Celle-ci est une poule naine dont les poussins ont un duvet tacheté. Avec l'aide de leur mère, ils recherchent déjà leur nourriture sur le sol. Les poussins sont vraiment adorables et Pauline aimerait bien en caresser un. Mais la poule n'aime pas bien que l'on embête sa couvée. Pour le montrer, elle donne un petit coup de bec sur la main de notre amie. Lorsqu'elles sont en liberté dans la cour de la ferme, les poules grattent le sol. Cela leur permet de découvrir des petites graines ou des petits insectes qu'elles picorent avec leurs poussins. Les poules ont d'autres habitudes très curieuses. Elles prennent par exemple des bains de poussière. On dit qu'elles se poudrent. Cela se passe toujours au même endroit, sur le sol bien sec et poussiéreux de l'étable ou de la cour. Il est bien difficile de savoir si ce bain de poussière est un jeu ou si elles font cela pour se débarrasser des petits parasites qui vivent dans leur plumage. À quelques mètres de là, une poule d'une autre race est en train de couver. Cela fait maintenant 21 jours exactement qu'elle réchauffe ses œufs. C'est donc aujourd'hui que ses poussins doivent éclore. Et la poule attend patiemment l'heureux événement. Quelques petits cris aigus annoncent enfin la sortie des poussins. Ils restent cachés bien au chaud sous les plumes de leur mère et il faut attendre que la poule se lève pour apercevoir enfin les premiers-nés. Les poussins mettent une journée entière pour sortir de leur coquille. Lorsqu'ils naissent, leur duvet est tout mouillé. Puis ils sèchent rapidement grâce à la chaleur apportée par la poule. Celle-ci continue à couver quelques heures car tous les poussins ne naissent pas exactement en même temps. Peu de temps après leur naissance, la poule emmène ses poussins dans la cour de la ferme. Pauline est déjà en train de mettre un peu de grain pour eux dans une petite mangeoire. Très vite, les poussins apprennent à se débrouiller seuls. Ils n'ont pas besoin de leur mère pour découvrir où se trouve leur nourriture et leur abreuvoir.
Celui-ci a encore quelques petits problèmes d'équilibre. Mais bien vite, il retrouvera ses frères au milieu des poussins, de la poule naine et des pintades. Au milieu de toutes ces petites boules de duvet, Pauline ne peut résister à la tentation de prendre un poussin dans ses mains. D'autant que la mère poule n'est pas là pour l'instant. Il n'y a donc pas de risque de se faire donner un méchant coup de bec. Il faut en profiter. Depuis quelques jours, Louise et Maurice ont pris en pension une ânesse et son petit. Les ânes sont très têtus et Pauline est en train de s'en apercevoir. Elle n'arrive pas à les faire sortir de l'écurie. Cela semble beaucoup amuser Pato. Il aimerait bien qu'on le détache, car lui au moins saurait faire avancer les récalcitrants. En fait, avec un peu de douceur et quelques gâteries à la main, Maurice et Pauline ont réussi à convaincre l'ânesse et son ânon de sortir pour aller brouter dans les prés. Pauline n'aurait jamais imaginé qu'un petit âne pouvait avoir une fourrure aussi douce et épaisse. C'est beaucoup mieux qu'une peluche, car l'ânon est si chaud et si vivant. Les ânes sont des animaux simples et robustes. Dans les régions pauvres, ils se contentent de très peu de nourriture. Mais dans la ferme de Maurice, l'herbe est fraîche et abondante. Et les ânes peuvent brouter autant qu'ils en ont envie. Les ânes ont de grandes oreilles très mobiles. Ils sont capables de les faire bouger dans toutes les directions pour capter les sons des environs. Lorsqu'un bruit les surprend, ils dressent les oreilles et les pointent dans la bonne direction pour essayer de savoir ce qui se passe. Les oreilles des ânes permettent aussi de connaître leur humeur. Si elles sont couchées vers l'arrière, c'est qu'il est plutôt grognon ou en colère. Il vaut mieux alors ne pas l'embêter. Les ânons, comme les poulains, tètent leur mère pendant plusieurs mois. Ils boivent aux tétines de l'ânesse plusieurs fois par jour. Au début de leur vie, ils se nourrissent uniquement de lait. Puis, arrivés à un certain âge, les ânons commencent à brouter de l'herbe. Mais ils continuent à téter de temps en temps. Après manger, l'heure est venue d'un petit câlin et surtout d'une bonne sieste allongée dans l'herbe sous la haute surveillance de l'ânesse. En effet, la mère doit se méfier du père de l'ânon car il essaie parfois de faire du mal à son petit. L'ânesse doit donc rester très attentive et le protéger de la mauvaise humeur de son papa.
Celui-ci a compris que la femelle ne le laisserait pas approcher et il reste prudemment à l'écart dans le pré. Dans sa ferme, Louise nourrit ses volailles avec des graines. D'habitude, elle les achète chez le marchand. Mais aujourd'hui, elle montre à Pauline comment faire pour égrener le maïs. En fait, c'est très simple. Il suffit de tordre légèrement l'épi pour que les graines se détachent et tombent au fond du panier. Il ne reste plus ensuite qu'à distribuer la nourriture. Cette fois, les pintades sont les premières servies. Les pintades sont des oiseaux de la même famille que les dindes ou les poules, mais elles préfèrent vivre en groupe. Elles ne s'éloignent jamais les unes des autres et ne se mélangent guère avec le reste de la basse-cour. Les pintades ont une histoire originale. Elles viennent d'Afrique où elles ont été domestiquées pour la première fois il y a bien longtemps. D'ailleurs, il reste encore dans la savane africaine beaucoup de pintades qui vivent à l'état sauvage. Curieusement, leurs têtes ne portent pas de plumes, mais comme celles des poules ou des dindons, elles sont ornées de petites crêtes rouges. Les poussins de pintade, appelés pintados, sont de couleur sombre et portent des rayures. Ils se mélangent par contre facilement aux autres poussins. Ils s'entendent très bien par exemple avec ceux de la poule. Comme eux, après avoir bien bu et bien mangé, ils adorent faire la sieste. Mais la fierté de Maurice et de Louise, c'est d'avoir dans leur basse-cour un animal peu ordinaire. Il s'agit de Maître Dindon. Celui-ci règne en seigneur sur sa troupe de femelles et passe l'essentiel de son temps à se rendre intéressant en gonflant ses plumes et en faisant la roue. La tête du dindon est recouverte d'un amas de peau dont la couleur et l'aspect changent avec l'humeur de son propriétaire. Plus le dindon est en colère, plus les couleurs bleues et rouges deviennent vives. Le dindon mène cette sorte de carnaval, appelé parade, pour séduire les femelles de son troupeau. Elles semblent pourtant ne pas s'occuper de lui et cherchent tout simplement à picorer les graines laissées par les pintades. Par contre, elles semblent avoir maintenant détecté un événement anormal. En fait, il s'agit tout simplement de Pauline qui a décidé de jouer un peu avec le gros dindon. Ce qu'elle fait là est peut-être amusant, mais pas très prudent. Le dindon pourrait se mettre en colère, se retourner contre elle et lui pincer sérieusement les mollets. Mais il est plutôt de bonne humeur aujourd'hui et le jeu semble lui plaire.
Est-il bien nécessaire de présenter Maître Renard? Si ce n'est pour dire qu'il est sans doute le mammifère le plus détesté, le plus pourchassé et donc le plus méfiant qui soit. Quoi qu'il fasse, tous ses sens sont en permanence en éveil. Ni le moindre bruit, ni le plus infime mouvement, ni la plus ténue des odeurs n'échappe à cet animal. Ceci en fait un chasseur hors pair, qualité indispensable lorsqu'il s'agit d'assurer le ravitaillement d'une portée de renardeaux dissimulée au plus profond des forêts. Ceux-là ont mis le nez dehors depuis quelques jours seulement, après plusieurs semaines passées dans l'obscurité du terrier. Évidemment, dans ce monde nouveau, et pour l'instant amical, tout est prétexte à découverte et à amusement, pendant lesquels les premiers réflexes des futurs chasseurs se mettent en place. Durant toute la journée, les périodes d'activité et de jeu des renardeaux sont entrecoupées d'instants de repos et même de siestes prolongées. Mais au fil du temps, l'ingénuité et l'insouciance des premiers jours se transformera peu à peu en une vigilance de tous les instants, seuls capables d'assurer leur survie lorsqu'ils quitteront définitivement le terrier de leur naissance. Arrivé d'Afrique dès la fin mars, l'hirondelle de cheminée est l'un des oiseaux les plus populaires et les plus familiers qui soient. Qu'elle soit annonciatrice du printemps ou oiseau porte-bonheur, cette hirondelle a toujours été associée par l'homme à des événements heureux. On ne les voit au sol qu'au moment de la construction de leur nid. Elles y récoltent de la boue ou de la paille, qui sont les matériaux de base de ces architectes à plumes. L'hirondelle de cheminée est une espèce plutôt villageoise qui squatte volontiers les étables ou les poulaillers des fermes. L'oiseau mélange de la boue prélevée dehors à sa salive pour créer une sorte de mortier. Celui-ci est ensuite soigneusement disposé en utilisant la technique du vibrage qui lui donne plus de consistance. Quelques semaines plus tard, et après 15 jours de couvaison, les petits naissent. Ils sont pratiquement nus et aveugles, ce qui ne les empêche pas de réclamer leur première bouchée. Les jeunes prendront leur envol 3 semaines plus tard, mais resteront dépendants des parents pendant 10 jours encore. Dans le monde des insectes, voilà sans doute un de ceux dont les formes et les couleurs touchent à la plus grande perfection.
Quelques décigrammes de muscles, de délicates mécaniques articulées et d'énergie, capables d'animer en un clin d'œil 4 ailes faites d'un subtil mélange de souplesse et de rigidité. La grâce et l'élégance des libellules adultes contrastent singulièrement avec l'aspect patibulaire de leurs larves aquatiques et carnivores. Selon les espèces, les larves de libellules passent de 1 à 5 années sous l'eau, avant d'effectuer la plus magique des transformations. Celle-ci débute à l'aube d'une belle journée, lorsque l'animal décide de quitter définitivement le monde aquatique. Trois heures après la sortie de l'eau, le miracle est presque terminé. La libellule finit de déployer ses ailes jusqu'alors pliées dans leur fourreau, tel un parachute dans son sac. Mais il lui faudra attendre 2 heures supplémentaires avant de prendre son envol. Malgré son nom populaire de serpent de verre, l'orvet est un lézard et non un serpent. Un lézard sans pattes, certes, mais un lézard tout de même. Le surnom de serpent de verre lui vient de l'aspect de son corps, recouvert d'écailles très fines, lisses, à l'aspect vernissé. À cela s'ajoute la faculté qu'a l'animal de casser sa queue à volonté, comme savent le faire tous les lézards, pour échapper à un prédateur. Malgré sa nonchalance et sa lenteur, l'orvet est un carnivore. De son train de sénateur, il parcourt les haies, les talus et les jardins à la recherche d'un insecte, d'un ver de terre ou d'une petite limace. Encore faut-il que la proie ait l'amabilité de ne pas courir trop vite et de bien vouloir se laisser prendre. Les naissances ont lieu à partir du milieu de l'été. Un à un, la femelle pond jusqu'à une quinzaine d'œufs contenant des petits prêts à éclore. Dans les minutes qui suivent la ponte, les jeunes orvets percent la membrane souple de leur œuf et se retrouvent au milieu de leurs frères et sœurs. Puis, quelques heures plus tard, tout ce joli monde prendra le chemin de la liberté. Tous les sens en éveil, sans cesse en mouvement, l'hermine est un petit carnivore monté sur ressort.
La seule façon de la calmer est de l'arrêter nous-mêmes. Elle fait partie des privilégiés possédant 2 parures, l'une aux couleurs chaudes pour l'été, l'autre d'un blanc éclatant pour l'hiver, seule l'extrémité de la queue gardant son petit toupet noir. L'hermine est un prédateur très actif. Elle mène par exemple une guerre sans merci aux rongeurs, et particulièrement aux campagnols, qu'elle traque jusqu'au fond de leur galerie souterraine. La chasse aux campagnols redouble d'intensité lorsque la femelle doit nourrir à elle seule une grande famille de 5 ou 6 grands adolescents toujours affamés. Nés il y a presque 1 mois et demi, ils sont sur le point de quitter le vieux muret de pierre qui les a vus naître. Encore quelques jours de jeu de cache-cache entre les pierres, d'exercices d'adresse et de réflexe, et ils pourront tenter leur première sortie sous la conduite de leur mère. Parmi les 3 espèces de cygnes habitant l'Europe, celui-ci est le plus courant. On le trouve aussi bien en ville, dans les parcs, que dans la nature. Il répond au nom de cygne tuberculé. Chez cette espèce, le mâle se distingue de sa compagne par le gros bourrelet charnu qui surplombe la base de son bec. Excepté ce détail, la femelle de son côté a une tête peut-être un peu plus fine et surtout un caractère moins agressif. Mais c'est une autre histoire. Une fois par an, les cygnes élèvent une nichée pouvant compter jusqu'à 8 ou 10 poussins. Ceux-ci naissent dans un duvet gris qu'ils porteront durant plusieurs semaines. Le lendemain de leur naissance, les jeunes sont déjà capables de suivre leurs parents sur l'eau et d'apprendre à se nourrir, sous leur contrôle, de petits débris végétaux flottant à la surface. À cet âge, suivre ses parents dans la végétation des bords du lac ressemble à une véritable expédition en pleine jungle. Et lorsque Madame Mère trace la piste pour en sortir, il est préférable de la suivre immédiatement. Rien ne vaut en effet de se retrouver en pleine eau et de donner libre cours à ses envies de jeu et de grands espaces. Les fourmis comptent en Europe plusieurs centaines d'espèces différentes, habitant presque tous les milieux, depuis le monde arctique jusqu'aux régions les plus chaudes. Celles-ci sont les fourmis des bois, reconnaissables à leur grande taille et à leur couleur noire et rousse.
Les fourmis des bois abondent dans les forêts de montagne où elles construisent d'énormes fourmilières faites d'un amoncellement d'aiguilles de sapin et d'épicéas. Chaque colonie peut compter jusqu'à un demi-million d'individus. Les fourmis les plus jeunes, âgées de moins de 40 jours, travaillent à l'intérieur du nid. Les autres, qui peuvent vivre jusqu'à 3 ans, travaillent à l'extérieur. Dans leurs déplacements, les fourmis utilisent souvent les mêmes pistes qu'elles marquent chimiquement. Ce sont de véritables autoroutes par lesquelles transitent à la fois les matériaux de construction et la nourriture, faite pour une bonne part d'insectes capturés aux alentours. Pour ces exercices, les fourmis sont dotées d'une énergie hors du commun. Des chercheurs ont calculé qu'une seule d'entre elles développe une puissance de 3 millionièmes de cheval. Bon, c'est peu, mais suffisant pour qu'elle parvienne à tirer plus de 60 fois son propre poids. Et si cela ne suffit pas, les grouillantes bestioles s'y mettent à plusieurs. Certes, l'efficacité n'est pas garantie, mais peu importe. D'une façon ou d'une autre, la victime disparaîtra tôt ou tard au fond de la fourmilière. Élégance, méfiance et patience. 3 maîtres mots pour qualifier le héron cendré. Patience pour parcourir l'eau à pas mesurés et silencieux, à la recherche d'une grenouille ou d'un poisson imprudent à se mettre sous le bec. Méfiance, car le moindre élément suspect dans le paysage le met sur ses gardes, ou le pousse à quitter les lieux de son vol nonchalant. Les hérons cendrés nichent en colonie, la plupart du temps sur de grands arbres dominant un plan d'eau tout proche. Un mois et demi après leur naissance, les jeunes de l'année sont encore au nid. À cet âge, ils se nourrissent de proies que les adultes régurgitent sur la plateforme. Certaines couvées sont plus précoces que d'autres. Les jeunes commencent leurs premières explorations en se déplaçant dans les arbres, avant de faire leurs premiers essais en vol. L'apprentissage durera plusieurs jours. Puis, dans le courant du mois de juillet, la colonie sera désertée jusqu'à l'année suivante. Amateur inconditionnel des endroits secs et ensoleillés, le lézard vert est sans doute en Europe un des membres les plus sympathiques de la famille des reptiles. Ses 30 cm de griffes, d'écailles et de muscles sont au service d'un prédateur redoutable, malgré son apparente nonchalance. À l'image de tous ses confrères lézards, c'est une sorte de fauve qui chasse à vue dans la jungle miniature de son territoire.
Les captures de proies sont immédiatement suivies de longues périodes de sieste au soleil nécessaires à la digestion. Ces expositions à la chaleur ont un autre intérêt, celui de réchauffer et de maintenir la bête à sa température optimale. En effet, les lézards, comme les autres reptiles, ne créent pas leur propre chaleur interne et dépendent des conditions extérieures. Alors, lorsqu'ils peuvent profiter d'une belle souche de bois sombre et bien chaude, les lézards savent en profiter. Personne, à vrai dire, n'aime ces insectes facilement reconnaissables. En été, ils passent leur temps à concurrencer notre gourmandise pour les fruits bien mûrs, quand ils ne nous infligent pas de la pointe de leur aiguillon quelques souvenirs cuisants. Pourtant, leur existence cache quelques petits secrets plutôt étonnants. Au début du printemps, par exemple, les nids de guêpes n'existent pas encore. Chacun d'eux est en cours de construction. Le bâtisseur est une seule et unique guêpe, la femelle fondatrice. Le matériau de base de l'artisan est la cellulose, que la guêpe prélève sur du bois mort en l'arrachant fibre par fibre et qu'elle imprègne de salive. Une fois la provision faite, il ne reste plus à l'insecte qu'à retourner sur le chantier en cours, souvent installé dans les constructions humaines, en particulier sous les charpentes. Arrivé sur place, l'insecte poursuit le travail déjà entamé en étirant le matériau humide sortant de sa bouche sous forme de bandelettes de carton-pâte. Trois mois plus tard, au milieu de l'été, les nids de guêpes ont changé de taille. Ils abritent maintenant des centaines d'ouvrières qui les agrandissent sans relâche. Les œufs et les larves des guêpes sont élevés dans des cellules à l'intérieur de l'ouvrage, protégées par plusieurs couches de carton isolant. À la fin de l'automne, et si la saison a été favorable, les nids peuvent atteindre des tailles très importantes. Dans certains cas, les bandelettes déroulées, faites de bois de différentes natures, permettent d'imaginer le travail réalisé au fil des semaines.